débat. Et je donne la parole à Alain Tourret. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, il est des moments où l'histoire bafouille, rejette des libertés durement conquises, s'éloigne de l'esprit des Lumières pour s'enfermer dans l'obscurantisme. Pensons aux lois interdisant le divorce, pensons aux lois refusant le vote des femmes, pensons aux lois pénalisant l'adultère, pensons aux lois incriminant l'homosexualité, à toutes ces lois qui refusent la différence de l'autre, qui font de la discrimination une référence, parfois un modèle, souvent un dogme. La longue histoire de la République montre qu'il faut se méfier des simplifications. La droite n'a pas toujours été obscurantiste. La gauche n'a pas toujours soutenu le mouvement des Lumières. Qui a interdit le divorce en 1804, Bonaparte, dont on connaît les affinités jacobines? Qui a permis le recours à la pilule, Lucien Neuwirth, un gaulliste? Qui a permis la légalisation de l'avortement? Simone Veil, une grande dame. Et Valéry Giscard d'Estaing, un libéral indépendant. Mais plus fondamentalement, la droite a toujours soutenu un modèle traditionnel de notre société, influencé par l'Église catholique, faisant de la famille traditionnelle l'alpha et l'oméga de notre société. C'est pourquoi il fallait, selon elle, empêcher le divorce par consentement mutuel à son époque. Il fallait s'opposer à la reconnaissance des droits des enfants adultérins. Il fallait mener un combat acharné contre le Pax, se mettre en rang serré il y a 15 années, derrière Madame Boutin, qui, la Bible à la main, ici, allait jusqu'à excommunier tous ceux qui voulaient reconnaître certains droits en dehors du mariage aux couples homosexuels et hétérosexuels. Voilà la vérité. Messieurs, la société évolue. Elle évolue vite. Certes, le législateur n'a pas à courir derrière les évolutions. Vouloir à tout prix être à la page peut amener de sévères désillusions. Mais faut-il ignorer les changements de société? Faut-il ignorer ce qui se passe à l'étranger? Faut-il ignorer jusqu'à la caricature le refus des évolutions? Car notre société, notre modèle familial a implosé. Un enfant sur 2 naît hors mariage. Un enfant sur 4 ne vit pas avec ses 2 parents. La majorité des couples s'établissent en dehors de toute règle préalable. S'il existe encore 250 000 mariages, il faut bien admettre que les 210 000 Pacs se rapprochent très vite des mariages et que bientôt, demain ou après-demain, il y aura plus de Pacs que de mariages. Les Françaises et les Français ont rejeté le modèle familial unique. Ils revendiquent, ils exigent la reconnaissance de la diversité des modèles familiaux, tout en assurant l'égalité des droits et des devoirs de toutes les formes de famille. Or, le Français, plus que quiconque, invoque le principe républicain d'égalité, transcrit dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. C'est pourquoi le statut à part des homosexuels est devenu, avec le temps, de plus en plus insupportable, pour ne pas dire irrespirable. Prenez-en de la graine. Avec cette loi qui n'enlève rien à personne, avec cette loi qui ne détruit rien, bien au contraire, avec cette loi qui écrit de nouveaux droits, nous apportons l'écriture de nouveaux droits fondamentaux. Et c'est en cela, Madame le garde des Sceaux, que vous avez eu raison de parler de nouvelle société. Il ne s'agit donc pas de créer, d'instituer un mariage homosexuel, c'est le mariage tel qu'il résulte des articles du Code civil qui s'ouvrent aux couples du même sexe. Encore faut-il admettre que nous touchons une institution vieille et ancrée dans notre société, puisque remontant aux premiers temps de la République. L'ancienneté de l'institution lui donne-t-elle une valeur constitutionnelle? C'est votre grande revendication. Je reprendrai un peu ce qui a été dit de manière très brillante par notre président de la Commission des lois. Permettez-moi tout d'abord d'être stupéfait de voir sur des réformes de société des parlementaires revendiquer l'abandon de leurs droits pour les confier soi-disant au peuple. C'est en soi-même l'abandon du régime de la représentation nationale et rationnelle pour ce qu'il faut bien appeler le règne de la démocratie de l'émotion. Encore faudrait-il que le recours au référendum, si par définition il y avait recours, soit conforme
et vous vous en êtes bien expliqué, Madame le garde des Sceaux, à l'article 11. La révision du 4 août 1995 a donc permis l'élargissement du domaine du référendum aux questions relatives à la politique économique ou sociale. Aucune consultation n'a eu lieu depuis 1995 sur ce fondement. Notons que le thème des libertés publiques ne figure pas à l'article 11, à l'évidence pour éviter des référendums sur des libertés constitutionnellement garanties. Il serait par ailleurs paradoxal de voir le président engager sa légitimité sur un tel référendum, puisqu'il doit être admis que sa responsabilité personnelle, dans le style gaullien que vous aimez tellement, doit s'engager sur le résultat de la révision de la Constitution. Cela est d'autant plus paradoxal que le peuple français vient de lui donner satisfaction puisqu'il a ratifié, avec son élection, sa proposition 31. Relevons enfin qu'il a été proposé, écoutez un peu, relevons enfin qu'il a été proposé d'instituer une consultation préalable du Conseil constitutionnel, qui serait amené à donner son avis sur la constitutionnalité d'un texte soumis à référendum. Or, cette proposition n'a pas été suivie d'effet. Il appartient donc au président de la République de se montrer particulièrement vigilant sur le respect de l'article 11 de la Constitution, alors même que le Conseil constitutionnel ne se reconnaît pas compétent pour approuver la conformité à la Constitution des lois adoptées à la suite d'une procédure référendaire. Un président de la République qui consulterait le peuple par référendum, en extrapolant irrégulièrement les termes de l'article 11 de la Constitution, commettrait nécessairement une forfaiture. C'est bien d'ailleurs en ce sens, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, que s'est prononcé M. Jacques Toubon. Et je reprends effectivement ce qu'il disait en 1995. Le référendum n'étant pas et ne devant pas être un instrument de démagogie, ne pouvant de ce fait intervenir sur les questions de société. En continuant sur la pression des lobbies à réclamer un référendum, la droite propose ni plus ni moins que de violer la Constitution. En parlant de démagogie, Jacques Toubon faisait référence aux démagogues, à ceux dont les propos sont proférés dans le but d'obtenir le soutien d'un groupe en flattant les passions, en exacerbant les frustrations et les préjugés populaires. Il est bien certain que nos collègues de droite sont dans leur immense majorité des démocrates. C'est pourquoi je ne doute pas qu'ils renonceront à invoquer le référendum et que, voulant se dégager de la démagogie et du populisme, ils reviendront au sens commun, c'est-à-dire à la démocratie représentative. Encore faut-il que la représentation nationale puisse s'exprimer en connaissance de cause après des nombreux débats et de qualité, dans la normalité de la procédure et non dans l'urgence. Et nous avons écouté, c'est vrai, pendant plus de 50 heures, individus et associations. Et je me rappelle, j'ai encore en tête la douceur démonstrative de Madame Françoise Héritier, la passion de Madame Elisabeth Badinter, la culture du grand rabbin Gilles Bernheim, la souffrance contenue d'Estelle Aubryot, qui a tenu à nous remercier pour notre volonté d'écoute et de compréhension, et qui, en tant que citoyenne de la République, est venue expliquer son expérience de vie, de mère, de parent, homoparentale. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Estelle Aubryot? Je suis séparé de mon ex-compagne depuis 8 ans. Nous avons 3 enfants en garde alternée, une de 13 ans et des jumelles de 11 ans. Hélas, nous sommes dans une situation dont la banalité est contemporaine. Un couple avec enfants sur 3 se sépare. Par contre, nous autres, nous sommes dans l'impossibilité de gérer cette situation, étant légalement face à un vide juridique. D'innombrables amendements de suppression. Allez. Écoutez. Vous avez, messieurs de la droite, déposé d'innombrables amendements de suppression de tel ou tel article avec la même motivation à la virgule près. Allez, s'il vous plaît. Vos arguments sont bien évidemment les mêmes. Certes, en politique, il est usage de dire qu'on se répète ou qu'on se contredit. En l'espèce, la droite donne l'impression d'utiliser un tourne-disque usagé sur lequel un micro-sillon éraillé reprend la même cacophonie, amendement après amendement. Voilà. D'innombrables procès nous ont été faits. Et d'abord celui de vouloir, à la sauvette, au mieux par amendement, introduire la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui. Rappelons donc avec force la vérité, que le projet de loi ne comporte pas le recours à la PMA. Nous autres radicaux et membres du RRDP voulons faire savoir que nous sommes totalement opposés à la marchandisation du corps, que notre opposition à la GPA est totale
Et d'abord pour des raisons d'éthique. L'utilisation du ventre d'une femme dans le cadre de la GPA se traduit pratiquement toujours par un acte commercial. Monsieur Meunier. On loue donc le ventre d'une femme comme on pourrait acheter un rein, un œil ou un litre de sang. Cela nous révulse. Dans les pays où la misère est effrayante, on pratique de tels actes. En France, ils sont contraires à la loi de la République. Ils doivent être rejetés et poursuivis avec la rigueur de la loi, qu'ils se soient produits en France ou à l'étranger. Madame la garde des Sceaux, je voudrais vous faire une proposition. Que la France prenne des initiatives sur le plan européen, sur le plan international, pour qu'une convention vienne interdire le recours à la GPA. La France républicaine s'honorerait d'une telle action, d'une telle volonté, rendant impossible, et pour le présent et pour l'avenir, le recours à la GPA. Ce sera un geste fort, une réponse forte à tous ceux qui veulent faire du corps de la femme un objet de commerce, un acte de commerce. Quant à la PMA, elle n'est pas l'alternative pour les femmes de la GPA. Certains soutiennent la PMA car celle-ci se réalise de manière courante à l'étranger, notamment en Belgique. Que la réaliser en France répondrait à des impératifs de coût et de sécurité sanitaire. Que le recours à la PMA pour tous, qui en 20 années a permis à 200 000 enfants de naître, serait une garantie en termes de stabilité de la filiation. Or, il est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir une filiation stable et incontestable. Il est vrai que l'évolution de la société et le développement de la PMA ont permis la constitution de familles homoparentales. Il est vrai aussi que la PMA existe dans de nombreux pays. Ce n'est pas pour autant que nous voterons dans notre groupe les amendements relatifs à la PMA. Le texte de loi, en effet, ne prévoit pas la PMA. De ce fait, un amendement juridiquement recevable ne bénéficierait pas de l'avis du Conseil d'État, pas plus que de la consultation du Comité national d'éthique. Il ne serait pas soumis à une étude d'impact. Nous ne voterons pas un tel amendement. Une éventuelle adoption de cet amendement diviserait profondément les Français de tous bords politiques. Nous devons rassembler les Français sur le texte du gouvernement en adoptant les dispositions relatives au mariage et à l'adoption. Nous disposons pour ce faire de la sympathie de l'opinion, de l'accord de la majorité des Français et d'abord des plus jeunes d'entre eux. Messieurs de la droite, interrogez les jeunes de vos mouvements pour savoir ce qu'ils pensent et vous serez très étonnés de ce qu'ils vous diront. Alors il est inutile d'aller au-delà du texte du gouvernement. Il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est bien le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. José Luis Rodríguez Zapatero, l'ancien Premier ministre espagnol, a magnifiquement résumé notre position. Grâce au mariage pour... Vous avez Cameron, regardez ce qu'il dit. Grâce au mariage pour tous, la République française sera plus républicaine. La France n'a pas à s'inquiéter car elle n'innovera pas. Je ne répéterai pas tous les pays où actuellement une telle loi existe. En Espagne, rappelle Zapatero, 7 ans après l'adoption de la loi, la normalité du mariage homosexuel s'est imposée. Des milliers de couples du même sexe se sont mariés et leurs projets de vie, de bonheur et d'amour sont totalement respectés. Et il est logique qu'il en soit ainsi. Quel mal peut-il y avoir à octroyer les mêmes droits à ceux qui n'en ont pas ou qui n'ont pas pu, à cause de préjugés invétérés, les obtenir? En 7 ans seulement, la rationalité démocratique s'est consolidée. La grande majorité de la société espagnole ne remet plus en question, ne le fera sans doute plus jamais, l'égalité civile de tous les citoyens, quelle que soit leur orientation sexuelle. Messieurs de la droite française, ne soyez pas plus bêtes que la droite espagnole. Le relativisme est souvent invoqué afin d'expliquer cette nouvelle vision du mariage. Il ne s'agit pas de relativisme, mais d'égalité. L'égalité de ceux qui, bien qu'étant une minorité, ne sont pas des étrangers dans leur propre patrie. Ils travaillent, ils rêvent, ils souffrent, ils aiment, tout comme leurs compatriotes. Grâce à cette loi, de nombreux Français sentiront le bonheur d'être reconnus et la société plus digne n'en sera que plus sûre. Il est à ce sujet désolant de voir l'ensemble des religions du livre soutenir un combat d'arrière-garde, même si les arguments sont de qualité. Le grand rabbin Gilles Bernheim a produit un argumentaire de 25 pages qu'il nous a adressé. Il explique que sa vision du monde est guidée par la Bible, ce qui ne surprendra personne. Il a le droit de se référer à la Bible. Il se réfère dans la Bible au livre de la Genèse et passe rapidement sur les interdits homosexuels inscrits dans le Lévitique. Je me suis donc
reportée à la Genèse au Lévitique. Vous voyez à quoi j'ai passé mes week-ends. Et j'ai compris que le grand rabbin s'opposait radicalement, c'est le cas de le dire, à ce qu'il appelle le brouillage des généalogies, des statuts et des identités. Brouillage préjudiciable, selon lui, à l'ensemble de la société, car perdant de vue l'intérêt général au profit d'une infime minorité. Pour Gilles Bernheim, le mariage n'est pas la reconnaissance d'un amour, c'est un acte fondamental dans la construction et la stabilité tant des individus que de la société. Notre opposition à cette thèse est de principe. Notre but n'est pas de consolider la société afin de la rendre éternelle et immuable. Il est au contraire de donner une réponse à tous ceux qui ne voient pas un modèle strict et absolu, père, mère, Adam et Ève. Cette terreur vis-à-vis de tout ce qui bouge, de tout ce qui ne s'inscrit pas dans les généalogies séculaires, comme le dit le rabbin, ne manque pas de nous interloquer. Madame Danielle Hervieux-Léger a répondu dans un article du journal Le Monde au discours hostile de l'Église sur le mariage pour tous, qui confirme, selon elle, son inadaptation aux nouvelles voies de la famille. L'Église évoque, en effet, pour faire entendre sa voix auprès de tous et non pas simplement auprès des catholiques, une anthropologie dont la validité serait invariante. La cellule familiale serait constituée d'un père, d'une mère et des enfants qu'ils procréent ensemble. Les argumentaires mobilisés par l'Église, fin de la civilisation, perte des repères fondateurs de l'humain, menace de dissolution de la cellule familiale, sont les mêmes qui furent mobilisés en leur temps pour critiquer l'engagement professionnel des femmes hors du foyer domestique ou pour combattre l'instauration du divorce par consentement mutuel. Avec le mariage pour le couple de même sexe, la France écrira une nouvelle page de liberté. Il en va de même pour l'adoption. Comment ne pas rappeler que l'adoption est actuellement ouverte aux personnes célibataires de plus de 28 années? Certaines veulent revenir sur cette disposition. J'ai lu des amendements en ce sens. On a quoi être terrifié. Nous sommes en revanche interpellés par une réalité. L'adoption en France marche mal ou ne marche pas. Elle concerne environ 3 000 enfants adoptés, dont 800 viennent de France et 2 200 de l'étranger. Les opposants à l'adoption font dès lors remarquer que l'adoption par les couples homosexuels imposera la création de quotas, ce qui réduira les possibilités d'adoption ouvertes aux couples hétérosexuels. Cette thèse des quotas relève, monsieur le député, du fantasme. Le projet de loi va en réalité permettre, d'une part, l'adoption conjointe par un couple homosexuel marié et, d'autre part, l'adoption de l'enfant du conjoint dans les familles homoparentales. Ainsi que l'a fort bien remarqué Madame Clergeot, rapporteure pour avis de la Commission des affaires sociales, un grand nombre de parents sociaux vont enfin se voir reconnaître un lien de filiation avec les enfants qu'ils élèvent. Monsieur Mariton, ainsi que cela a pu être écrit. L'adoption était le parent pauvre de la filiation. Elle pourra bien devenir le paradigme de toute parentalité. Dans une société où le choix d'adopter son enfant et donc de s'engager à son endroit constitue le seul rempart contre les perversions possibles du droit à avoir un enfant. Rome était une belle société. Non, monsieur Mariton, ça va. Vous avez eu largement la parole, vous écoutez l'orateur. La décision d'adopter est mûrement réfléchie quand elle est prise. Pour y parvenir, il faut franchir de nombreux obstacles, monsieur Mariton. Les couples homosexuels auront par ailleurs à affronter les difficultés qui ne manqueront pas de créer et de se créer vis-à-vis de tous les pays où l'homosexualité continue d'être condamnée. Voilà la réalité. Nous avons souhaité cependant amender cette loi sur quelques points qui ont été rejetés en commission. Je ne reviendrai pas. Mais je pense que 2 amendements nouveaux, non étudiés en commission, pourront être adoptés. L'un renforce le caractère cérémonial et républicain du mariage. Qui peut s'y opposer? L'autre rappelle les pouvoirs du procureur de la République qui exerce le contrôle et la surveillance des officiers d'état civil. Madame le garde des Sceaux, Madame la ministre, au terme de ces explications, au terme de toute la passion que j'ai voulu y mettre, nous soutiendrons, dans la grande majorité des députés de notre groupe, ce projet novateur, ce nouvel élan vers une France républicaine, vers une France plus républicaine, qui diffusera en Europe, comme cela a été jadis, et dans le monde,
les principes républicains, la liberté, l'égalité, la fraternité. Merci, Monsieur Touré.